Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ma Thérapie. Ce podcast a été créé dans le but de nous accompagner vers plus de conscience et d'amour. Alors, au cours des épisodes, j'espère qu'on grandira ensemble, que j'arriverai à t'apporter de la joie, de l'amour et surtout des outils qui t'aideront dans ton quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. On est coincé ça parce que sinon je vais avoir une voix bizarre pour le début. Alors bonjour Pauline. Bonjour Lily. Je suis super contente de te retrouver. Pour ceux qui ont écouté assidûment les épisodes de podcast, on a déjà enregistré toutes les deux sur les implants énergétiques. C'est un sujet d'ailleurs qui a l'air d'avoir beaucoup plu. Tu m'as toi-même dit qu'il y a plusieurs personnes qui étaient venues te voir à la suite de ça pour travailler justement sur cette notion d'implant. Donc c'est vraiment chouette que ça vous ait intéressé. Donc voilà, je suis contente. Si aujourd'hui je suis là, c'est pour parler avec toi donc de la grossesse comme chemin initiatique, comme tu le dis sur ton site internet. Tu nous avais déjà parlé quand on était à Pierre-Vert pour notre premier enregistrement que c'était en cours de cheminement. Donc là, je suis contente que ça se soit concrétisé, mais tu vas nous en dire un petit peu plus. Pour les personnes qui n'auraient pas écouté du coup notre enregistrement sur les implants, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de toi? Oui, complètement. Merci Lily. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Pauline, thérapeute holistique. J'accompagne les personnes sur leur chemin dans libération, tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, karmique, cosmique, croyances limitantes. Ça, c'était le basique, comme tu m'as connu au début. Et après, j'ai bifurqué là, notamment sur les futures mamans, les personnes qui sont en infertilité, donc hors problème pathologique, je le dis toujours puisque je suis pas médecin. Donc j'accompagne vraiment pour déployer leur grossesse sur tout l'éventail quelque part, pour aller vers un accouchement naturel et en développant tout leur potentiel autre, leur créativité. Il y a beaucoup de choses à développer qui arrivent. Et pourquoi le sujet de la maternité t'anime tant, te tient autant à cœur? Alors ça, on peut en parler précisément par rapport à la mission de vie. On a ce qu'on appelle la mission d'âme qui est la même pour tout le monde. C'est déjà être pleinement incarné dans cette vie-ci, être dans son corps aussi. Et cette mission de vie, ça peut être un métier ou pas. C'est simplement être qui on est. Ça peut être une activité ou autre. C'est aussi vivre et vibrer pleinement. Qu'est-ce qu'on doit faire quelque part? Donc notamment, ça va être notre chemin de vie, qu'est-ce qu'on a pu vivre sur cette vie-ci, nos chocs, comment on les a appréhendés, comment on les a surpassés quelque part. Et notamment avec mes 3 filles, le fait d'avoir eu des grossesses naturelles, accouchement naturel, tout s'est très bien passé, malgré la première. Oui. Mais c'est passé quoi pour la première? 20 heures, ça a été très très long, ventouse. C'est quoi ventouse? On te colle une ventouse pour tirer la petite? C'est ça, un petit peu, ça fait... D'ailleurs, quand elle est sortie, elle avait une tête en citron, pour l'anecdote. C'est bon, elle a plus une tête de citron? Non, c'est passé. Mais ça fait quelque chose pour que le bébé, une aide pour faire sortir le bébé. C'est un peu violent quand même. Aujourd'hui, j'en rigole, ma fille aussi, parce qu'elle a 13 ans. On en parle facilement, mais c'est assez violent, surtout quand on n'est pas préparé à ça, on m'avait rien dit. Donc 20 heures, très long, on savait pas trop si elle allait être césarienne, pas césarienne. Bon, j'ai pu accoucher, péri bien sûr, parce que j'en pouvais plus, j'imagine. ce stade-là. Et après, gros postpartum, du coup, parce que très mal, après la péri, très fatiguée, l'allaitement très compliqué, donc un premier, en fait, n'a pas été très accompagné et très soutenu. J'ai dû me débrouiller un peu seule, quoi. Ça s'est bien passé. Et après la suite, bébé 2 aux antipodes de ce que j'ai pu vivre. Accouchement en 5 heures chez moi, dans ma chambre, avec ma sage-femme. Ok. Une petite calme aussi. Elle est née, elle a pris le sein, elle a tété, elle s'est endormie et je suis partie déjeuner. Ok, ouais, c'est chouette. Donc, oui, c'est 2 salles, 2 ambiances, j'ai vraiment l'impression. Et du coup, c'est par rapport à ton chemin de vie et par rapport à ces expériences-là, par rapport à tes accouchements que tu t'es dit, je sens que ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans ce moment-là de leur vie? Tout à fait, ça a été une ouverture, notamment un vécu profond où j'ai pu vivre tous les strates en fait, les côtés difficiles, les côtés beaux, les côtés puissants, etc. Et notamment jusqu'à ma 3e aussi, où j'ai accouché encore naturellement. Ça permet vraiment de connaître tous les aspects et de pouvoir accompagner aussi pleinement là-dedans. Donc il y a une connaissance toujours en partie énergétique et aussi physiologique par rapport au corps de la femme, les positions, etc. Donc ça permet un accompagnement vraiment global, quoi, chez la future maman, quoi. D'accord. Et est-ce que par rapport à tes filles et aux accouchements que tu as eus, est-ce que tu sens une différence sur elles quand elles ont été bébés ou quoi?
par rapport à un accouchement qui s'est fait naturellement et l'accouchement que tu as fait à l'hôpital où il y a eu des complications, etc. Est-ce que il y a des différences entre guillemets? Oui, complètement. Parce que la première, on va dire, si on parle du côté mécanique par rapport à la ventouse et sa position qui était en postérieur, donc ça d'un point de vue médical, elle est dos à dos en fait par rapport à la maman. Et en fait, il fallait la retourner, donc ça lui a déplacé en fait toute la clavicule. Donc les 3 premières semaines, elle hurlait, elle avait très mal. Donc il y a eu ça, il y a eu les premières nuits étaient très très difficiles, un petit peu comme des gros cris de terreur nocturne. Donc ça pareil, on comprend pas aussi. Donc j'ai fait un travail avec des différents thérapeutes. Et il y a quand même plus de peur, puisque ma seconde, par rapport à cet accouchement naturel, elle fonce dans la vie, elle prend ses décisions. Et d'un point de vue santé, bon, tous les 3 ont une très bonne santé, mais la première a une petite intolérance au lactose, par exemple. Là, la seconde, rien, quoi, en fait. Elle aura pas les mêmes maladies, c'est-à-dire un truc bête, elle va monter peut-être à 40 en température, ça va durer 1 heure, c'est fini. Ma plus grande, ça va durer un peu plus longtemps. Okay. Donc il y a des petites choses comme ça. Et c'est surtout comment la maman va appréhender aussi ça, qui va du coup faire une projection sur le bébé, sur toute la suite, quoi. Ouais, effectivement, j'aimerais bien qu'on en parle après de qu'est-ce que la maman peut transmettre à l'enfant, comment ne pas lui transmettre des mémoires, on va dire, familiales et des schémas bloquants, limitants, etc. Ça peut être intéressant de l'aborder par la suite, mais j'ai l'impression que c'est comme si pour ta première, il y a quand même le moment de l'accouchement, c'est pas je ressens pas du tout de douceur, c'est quelque chose de très brutal, ce qui peut, après, on fait nos théories et peut-être qu'on saura jamais si c'est vraiment lié ou pas, mais en tout cas, quelque chose de plus brutal et qui vient, l'impacter finalement dans le début de sa vie où elle est toute vulnérable. Tout à fait. Et après, j'ai envie de dire, c'est un petit peu aussi des choix. Bon, je suis plus moi dans ma croyance par rapport au karma, qui fait qu'on choisit ses parents, etc., pour vivre certaines choses. Donc ça, c'est ok. Ça permet chacun de sortir aussi de la culpabilité et du coup de travailler ça, dire ok, t'as vécu ça, mais ça peut aussi changer et remercier plus tard aussi. Bien sûr, on le remercie pas tout de suite. Oui, mais c'est sûr que quand la merde arrive, si je peux dire, on va pas dire merci d'être là. Ouais, c'est un peu dur. Petite merde. Voilà, je te remercie. On est un peu au fond du trou. Mais quand on remonte et que le soleil est là, quelque part, merci parce que je serais pas qui je suis aujourd'hui par rapport à ça. Il faut toujours remercier aussi ces difficultés. Mais, quelque part, en tout cas, le but d'accompagner ces mamans, c'est qu'elles puissent vivre dans cette puissance, en fait, d'éviter certaines choses, quoi. Et du coup, par rapport à ça, quel travail une maman peut faire, même avant même d'être enceinte, pour que son enfant soit dans les meilleures conditions possibles? Quel travail elle peut faire elle-même pour éviter justement, on y viendra par la suite, de lui transmettre tout un tas de choses? Déjà, ça c'est une super question qui est importante et qui est en fait la base. On peut commencer à tout moment, il n'y a pas de juste, pas juste, mais c'est idéal du coup de commencer à libérer certaines mémoires, certains chocs qu'elle peut avoir donc avant la conception, puisqu'on a quand même avant la conception une énergie qui est là, puisque l'âme sait qu'à un moment donné elle a choisi ses parents, ça va pas tarder, je vais bientôt venir. Donc du coup on débroussaille quelque part à ce moment-là. Donc ça va être des mémoires transgénérationnelles par rapport à la famille, mémoires karmiques pour ceux qui sont un peu plus ouverts, les différentes vies, cosmiques, ça c'est un peu plus des extensions de nous-mêmes pour ainsi dire, ou tout simplement trauma, croyances limitantes, choc. C'est bien de le faire avant pour pouvoir déjà entamer un début de grossesse, aussi que ça puisse arriver, je pense, aux infertilités. Hormis, bien sûr, il faut avoir des cycles, c'est-à-dire des règles, les ovulations, etc., avoir une observation là-dessus. Et une fois qu'on a enlevé ça, qu'il n'y a pas de problème pathologique autre, du coup, il n'y a pas de problème, on peut tomber enceinte tout de suite quand on le décide, en fait, sans que ça prenne 1 an, 2 ans, comme beaucoup aujourd'hui, en fait. Ouais. Donc tu préconises de faire avant, pour la maman, tout un travail énergétique de libération. Donc ça, est-ce qu'elle peut le faire seule ou accompagner, après ça dépend évidemment de là où elle en est, de ses capacités, etc., mais voilà, tu lui conseillerais de se diriger vers qui et de demander quoi précisément? Les deux sont possibles, quoi qu'il en soit, ça dépend vraiment de l'état de conscience, de l'ouverture qu'on a. C'est vraiment déjà dans l'acceptation de ce qui a été, l'acceptation de son passé. Et si vraiment il y a des blocages du genre schéma répétitif, les mêmes trucs qui arrivent peut-être de différentes façons, mais le final est toujours le même, là il faut aller chercher plus loin, donc ou effectivement par les implants, ou il y a diverses choses, ça peut être la somato aussi, il y en a qui travaillent à travers le corps, ça c'est intéressant. C'est quoi la somato? Les somatopathes, c'est méthode Poyer. Donc c'est une ostéopathie Poyer qui fait que par le décodage par le corps, ils vont voir
tout cas pour les plus poussés, moi ceux que je connais, ils vont te donner telle date, le père, la mère, etc. D'accord. On fait un petit peu le même travail, sauf que lui, il est en direct. Il y a des personnes qui ont besoin de voir en direct et d'autres qui font à distance. Donc ça peut être une bonne idée aussi. Ok, c'est une forme de kinésiologie, mais... Ça ressemble. Ouais, okay. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Tu as commencé à parler des femmes qui ont du mal à tomber enceinte. Bien sûr, on exclut du coup des problèmes de stérilité, de maladies graves, etc. Bon, où là, c'est vraiment plus de l'ordre médical. Si c'est pas physiologique, qu'est-ce que ces femmes peuvent faire, qu'est-ce qui se passe finalement, qu'est-ce qui peut se jouer et comment faire pour réussir à atteindre ce qu'on veut, c'est-à-dire avoir un enfant. Déjà la règle en fait pour me consulter, si on peut dire comme ça peut aider, ça peut affiner un petit peu. Ça va être une personne qui a ses règles, mais pas forcément très cadrées tous les 28-29 jours, même si c'est décalé, c'est ok. Qu'elle ait quand même ses ovulations. À partir de là, on peut faire quelque chose. Donc déjà là, c'est un début, et on va voir qu'est-ce qui peut bloquer en fait, parce que bien souvent c'est uniquement des mémoires ou des croyances, et partant de là, on ouvre en fait. Et c'est ce que j'ai eu là récemment. J'ai eu pas mal de personnes dans ce cas-là qui essayaient de faire un enfant, mais je comprends pas. J'ai mes règles, j'ai mes ovulations, j'ai fait pendant, mais en fait il y avait d'autres choses qui bloquaient, du style mémoire karmique, et qui fait que on lui a stoppé dans sa maternité parce qu'elle avait plus le droit, il s'est passé certaines choses, ou des grandes peurs par rapport au transgénérationnel. Toutes les mamans ont peur parce que peut-être il y a eu des morts-nés, etc. Donc une fois qu'on balaye tout ça, c'est très fluide et c'est plus rapide du coup. En plus c'est souvent des sujets tabous au sein de familles. Les mamans vont pas avoir tendance à dire, je fais une généralité, mais certaines ont la parole très très débloquée, mais c'est vrai que c'est pas des choses qu'on va tendance à aborder avec ses enfants, que ce soit les viols qu'il y a pu avoir dans la famille, les fausses couches, les enfants morts-nés, etc. Donc c'est vrai que du coup faire un travail transgénérationnel à ce niveau-là, ça peut permettre déjà de libérer des choses inconscientes. Tout à fait, parce qu'effectivement si dans la famille il y a eu des non-dits, du coup ça s'engramme dans le corps. La maman, c'est encore trop douloureux pour elle veut pas en parler à sa fille. Nous, on peut trouver quand même une autre branche. On peut aussi le déceler, ça. Donc ça, c'est intéressant. Faut sortir du truc en se disant, mince, j'ai pas les réponses à mes questions, il y a quelque chose. On peut toujours trouver, en fait. Et ça, c'est intéressant. On peut débloquer de façon indirecte, quoi. Ouais, ça fait faire un petit travail, mais c'est pour venir balayer, faire le ménage à l'intérieur de ses croyances. C'est ça. C'est en fait donner, c'est quelque part c'est un cadeau, moi j'appelle ça un cadeau à son bébé qu'on lui fait dans son début de vie, et c'est largement pas négligeable parce que c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment, il y a des choses un peu plus difficiles. Là, ça permet d'arriver tout en souveraineté et ça donne des petits, on voit vraiment la différence, même d'un point de vue scolaire ou autre, ou par rapport à une discussion quoi, ou même dans la présence. Si on ressent une lumière qui est autre. Ouais. Oui, puis ça, j'avais quelque chose qui m'est remonté, c'est de l'ordre du conscient et de l'inconscient. Effectivement, toutes ces croyances, etc., elles peuvent être souvent inconscientes. J'ai fait une séance il y a pas longtemps de kinésiologie où elle me faisait dire la phrase je veux être heureuse, et en gros le corps répondait non, pour faire court. Mais dans ma tête, dans mon conscient, oui, je veux être heureuse, au même titre que oui, je veux un enfant, mais peut-être que le corps en fait il dit non. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de venir faire ce petit travail, et c'est chouette que tu accompagnes ces femmes pour ça. Complètement. C'est toujours beau à voir, et en tout cas expérimenter, puisque moi je reste un œil extérieur, et c'est magnifique, c'est chouette. Ouais, c'est très beau. Super, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Il y a une question qui m'intéresse beaucoup, c'est comment transmettre le moins de choses possible à ses enfants. Donc on a dit, on a fait tout le travail avant, et là je parle plus pendant la grossesse. Comment on fait pour que le bébé soit bien? Ça, c'est toujours pareil sur ces croyances en fait. Aller voir en fonction de certaines peurs. Elles vont venir de toute façon naturellement. C'est quelque chose dans la vie de tous les jours. Quand on voit qu'il y a un frein à certaines choses, c'est aussi les libérer. Alors déjà accepter, dire ok, là j'en suis là aujourd'hui. Ça peut être la peur de l'accouchement, la peur de la grossesse, il y a diverses choses, de prendre trop de poids, etc. Il y en a plein en fait. C'est déjà être dans l'acceptation de ça, puisque quand il y a un déni, du coup il faut ma base c'est ça, c'est vraiment accompagner la personne afin qu'elle accepte, parce que quand on n'accepte pas, c'est plus difficile aussi à libérer du coup.
Et c'est ça que le bébé aurait tendance à ingérer, du coup, tu penses, toutes les choses que justement la maman a refoulées, a pas voulu accepter, que c'est lui qui le prend et du coup, potentiellement lui qui va devoir dans sa vie, s'en libérer? Ah oui, complètement. Ça va créer chez lui des schémas répétitifs, des peurs inconscientes auxquelles il va pas savoir, il va pas comprendre. Et même jusque dans son ADN, en fait. Puisque maintenant, on voit dans l'épigénétique tout ça, on déprogramme, l'ADN est engrammé de pas mal de choses aussi. Donc toujours pareil, pas de culpabilité. C'est ok, mais par contre quand on le sait, là du coup c'est intéressant de le libérer. Tu nous as dit donc le plus gros travail c'est l'acceptation, que ce soit j'ai l'impression avant et pendant. Et pour revenir un peu sur le lien qu'on peut avoir avec son bébé, comment créer ce lien? Tu m'avais déjà parlé de l'aptonomie quand on s'était téléphoné pour préparer cet épisode. Voilà, ça j'ai vraiment l'impression que c'est le truc pour créer le lien avec son enfant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, alors c'est très important, ça commence déjà dès le début. Juste avant de tomber enceinte, c'est-à-dire commencer à avoir une discussion avec cette âme, si on peut dire, ou ce futur bébé, tu es le bienvenu. Et j'ai eu 3 personnes récemment qui ont fait ça, qui m'ont dit mais c'est fou, elle dit j'ai fait ça et ça a été directement après, le test était positif en fait. Okay. Alors bon, il y a eu tout un processus, hein, c'est pas uniquement ça, c'est aussi. C'est pas baguette magique. Non. Mais en tout cas, ça c'est très puissant du coup, et c'était important pour elle de verbaliser ça parce que il manquait quelque chose. Donc c'est en fait accueillir et créer cette ouverture déjà avant, et après pendant, c'est aussi lui parler, ou en tout cas mettre les mains, poser les mains sur le ventre, voir un petit peu comment il se positionne. Au début de la grossesse, c'est plus en bas en fait, on va ressentir plus dans le bas du ventre. Au début, c'est peut-être des bulles, des choses comme ça. Et chaque jour, le faire un petit peu. Lui parler, ça c'est vraiment ce contact, donc c'est propre à chacun, et après accompagner aussi avec le papa quoi. Et l'aptonomie en fait c'est des sages-femmes je crois qui font ça, ou en tout cas dans la périnatalité, qui proposent justement ces séances où la maman est allongée et puis avec le papa, du coup ça permet de voir exactement où le bébé se positionne, où la tête est, et sous la main on arrive à voir tiens c'est la tête, là c'est les fesses, les jambes. Donc ça c'est très puissant aussi. Ouais, et le papa, il pose ses mains et je suppose qu'il peut lui parler également. Comment le papa, quelle est la place du papa? Parce que c'est vrai que c'est un peu un moment privilégié quand on est enceinte entre la maman et l'enfant, et du coup comment inclure le papa dans ce partage? C'est commencer simplement, alors ça peut être aussi dès le début, la maman et le papa peuvent faire un accueil avant que le bébé arrive, ça peut être fait ensemble ou séparément, chacun de son côté, ça le fait aussi, et le but c'est vraiment de créer comme ça cette ouverture. Et après ça peut être le soir, en général c'est là où on est le plus tranquille, on prend les mains du papa, on les pose sur le ventre et le faire ensemble en fait. Et cette connexion, c'est vrai que nous on le sent de l'intérieur, c'est quand même différent. Le papa va le sentir de l'extérieur, mais l'aptonomie du coup va aider à savoir tiens le bébé là il est positionné comme ça, etc. Et toujours l'accompagner dans tout ça quoi. Et du coup il peut lui parler, admettons même s'il est pas à côté de l'enfant, il peut quand même lui envoyer je sais pas, des ondes, lui parler, ou c'est mieux quand même de créer un contact vu qu'il est quand même à l'extérieur, où l'enfant peut entendre la voix du père, comment il peut vraiment se rapprocher de son enfant? Ça peut aussi, alors pour les plus connectés, c'est toujours pareil, il y a certains qui arrivent tout de suite à connecter à l'âme du bébé, ils ont des réponses à leurs questions, mais ça va être simplement en fait en ouverture du cœur. Commencer par se positionner, ça on avait dû le faire ensemble, donc je le fais rapide, mais on commence par méditation, on se connecte là-haut à la source, la lumière, on redescend tranquillement pour l'ancrage, et ensuite vraiment on ouvre, on expanse ce cœur qui fait que déjà la connexion est aussi plus facile quoi par rapport à ça. Et puis avoir des demandes, des intentions plutôt. Ouais. Je mets l'intention que le bébé soit en paix, ou que j'ai une connexion avec ce bébé. Parce que c'est vrai que le papa c'est différent, c'est à côté, mais il peut vivre aussi certaines choses de cet ordre-là, quoi. Ok, donc pour les personnes qui veulent en faire un peu plus, c'est l'aptonomie le mot. Oui. Je me suis un petit peu renseignée, donc oui, ça consiste vraiment en créer du lien avec son bébé, en apposant les mains, etc. Parce qu'il y a plusieurs études qui ont prouvé que le bébé ressent tout ça, au même titre qu'il peut absorber toute la négativité, entre guillemets. On peut en parler d'ailleurs si tu veux. Comment, entre guillemets, protéger son enfant des nuisances extérieures qu'on peut rencontrer, je sais pas, quand on va peut-être dans des grandes surfaces ou des trucs comme ça, ou qui peut quand même bien capter.
qu'est-ce qu'on peut faire pour le protéger? Ouais, ça c'est important, il y a beaucoup de paramètres en fait. Ça va commencer par des choses simples, déjà chez soi, éviter d'avoir peut-être la tête au niveau d'une prise, des choses comme ça, parce que ça crée un champ qui est pas top. Il y a des pierres, mais du coup tu m'excuseras, je l'ai encore oublié. par rapport à ça, je crois qu'elle est noire. Ouais. Si vraiment c'est pas possible le changement, peut-être mettre la pierre en dessous pour qu'en tout cas ça amoindrit. On mettra le nom de la pierre en description. Voilà, du coup je te laisserai faire. Il y a ça. Le téléphone portable, pareil, c'est à bannir, pas à côté, quoi. Un peu plus loin. Pour les grandes surfaces, après c'est comme de partout, il y a toujours des énergies. C'est simplement, ça peut créer déjà dès le matin. Donc ce que j'expliquais, la connexion, avoir un bon ancrage, ça c'est très important. Et créer une bulle de protection. Ça peut être visualiser du violet ou ce qu'on souhaite, mais voilà, une protection. Alors éviter aussi de se faire toucher le ventre par diverses personnes. D'accord. Parce que déjà quand on est proche, les auras de toute façon se touchent, ça on le sait. Mais la main en direct, ça éviter, ça reste vraiment dans l'ordre du couple et avec les enfants s'ils sont déjà là, ou en massage avec des thérapeutes, ça c'est autre chose. Ouais. Mais éviter de les trimballer à tout le monde. Ouais, c'est ça. Parce que il absorbe en direct, c'est ça? Quelqu'un qui aurait, il y a diverses, ou des mauvaises intentions, mais conscientes ou inconscientes, il y a ça. Ça peut être tout ce qu'elle porte aussi, la personne. Le bébé est quand même assez vulnérable, et si la maman a des failles, du coup ça traverse aussi, c'est ça. Ok, c'est intéressant. Et d'ailleurs, quand on avait préparé l'épisode, tu m'avais parlé vraiment du côté où la maman, quand elle est enceinte, ses sens se décuplent. D'ailleurs, toi, c'est le cas actuellement. J'étais surprise, j'étais trop contente quand je t'ai vu. T'es en mode, oh bébé. Mais du coup, donc c'est un sujet encore plus actuel pour toi. Qu'est-ce qui se passe du coup quand on est enceinte? Tu m'as expliqué que les capacités pouvaient être décuplées. Comment, pourquoi, comment on fait pour les garder, tout ça. Ouais, ça c'est un sujet super intéressant du coup, et puis je peux en parler puisque je le vis aussi, 4e fois, donc c'est pas tout nouveau. Tu maîtrises le sujet. Ouais, c'est ça, on a l'habitude, et d'autant plus ça permet d'accompagner, et en fait ces capacités, déjà sur une personne qui peut être sensible, ça va vraiment dépoter, parce que du coup il y a tous les sens. Moi par exemple c'était l'olfactif. J'avais un odorat assez développé, et là pour le coup ça s'est surdéveloppé. Donc bon, mauvais côté, c'est-à-dire personnellement si j'allais dans un endroit que je sentais la choucroute, je ressors parce que je vais vomir, quoi. Donc c'est des choses comme ça, mais du coup ça peut aider aussi sur tout le reste, sur ce qu'on peut travailler. Alors en huile essentielle, toujours attention, pas en direct, mais ça peut être juste respirer un peu de loin et ouvrir d'autres choses. Il y a l'olfactif, il y a la clairvoyance, certains vont un peu plus capter. Alors moi en ce moment je rêve beaucoup aussi, ouais. Donc là les rêves, alors les nuits ça dépend, je peux très bien dormir comme très mal, parce qu'il y a tout qui bouge aussi intérieurement et c'est ok. Il faut savoir qu'avant la naissance, je pense à certaines mamans qui peuvent écouter ça, si elles dorment mal, ou en tout cas si ça a hachuré toutes les 3 heures, le corps se prépare et l'esprit aussi par rapport à si elles allaitent ou le biberon. Ça prépare aussi aux nuits, à ce que ce soit peut-être moins violent en direct oui, le jour J. Donc il y a ça. Mais tous nos sens, faut vraiment profiter en fait de cette ouverture qui est là pour d'une libérer toutes ces mémoires, parce que c'est ouvert, et nos ressentis. Donc ça peut être aussi détecter si on n'est pas sur notre chemin de vie, notre mission de vie. Ça peut être peut-être changer un travail, changer une activité, ou tout simplement une mère au foyer des fois qui veut développer. Mais tout est ouvert vraiment à ce moment-là. Pour le coup, c'est important de toute femme là, parce qu'on a cette chance d'avoir un utérus qui est aussi notre pouvoir créateur, où tout vient par là en fait. Mais enceinte, effectivement, il y a d'autres branches qui fait que ça s'ouvre d'autant plus, quoi. Ça vient à nous, c'est facile. J'ai vraiment l'impression que ça peut être le moment pour un moment de reconnexion, puisqu'en plus on est plus chez soi, prendre soin de soi, de son bébé et tout. Donc puis c'est vrai que on voit beaucoup, même que ce soit dans les films quoi, dès qu'il y a une femme qui est enceinte, directement c'est celle qui va être très sensible, qui va avoir un film, qui va pleurer beaucoup plus rapidement. Donc c'est la sensibilité qui est décuplée, donc on peut en faire quelque chose. Comment on peut faire pour garder cette sensibilité? C'est apprendre à cultiver pendant qu'on est enceinte? Comment ça se passe? Ouais, c'est chaque matin, c'est vraiment prendre un temps pour soi, ça c'est très important. Ça nécessite pas 1 heure, mais en timing, je sais pas, peut-être 15-20 minutes. Se faire une posture de yoga si besoin, allumer sa petite bougie blanche, faire sa connexion, son ancrage, et simplement aussi se poser la question, quel est mon besoin aujourd'hui?
parce qu'on a tous des besoins. Et une femme enceinte, effectivement, alors des fois, comme tout est décuplé, on peut être des fois plus dans la colère, plus dans la joie, mais plus, tout, d'un point de vue émotionnel, ça bouge aussi. Donc ça permet aussi de le cadrer pour pas être dans les trop moins, vraiment dans le moins, parce que les plus, à la limite, c'est que du bon, mais pas aller trop bas. Et ça permet de se reconnecter avec ça, avec son besoin, qu'est-ce qu'on souhaite, et de poser une intention pour sa journée. Aujourd'hui, je décide d'être en paix. Donc le dire au présent, c'est toujours pareil. Je suis, comme si que tu l'as déjà, quoi. Donc ça, c'est des petits rituels à faire, mais s'accorder du temps, c'est vraiment important, quoi. C'est ce qui va jouer aussi pour l'accouchement, quelque part, à la fin. Toi, tu le ressens d'autant plus, ce petit moment de connexion que tu prends le matin pour t'ancrer. Tes périodes où tu as été enceinte, tu ressentais une différence aux périodes où tu ne l'étais pas? Ah oui, totalement, parce que du coup, alors c'est beaucoup à travers les rêves quand même. Étant thérapeute, du coup, c'est vrai que je consulte beaucoup toute la journée, donc les sens sont décuplés parce que c'est plus rapide, je vois plus loin. Alors je dis pas que ça baisse après, c'est différent, mais il faut vraiment profiter de ce moment-là parce que c'est ouvert, et puis mettre l'intention, demander de le garder, du coup, aussi après, quoi. Ouais, c'est vrai, je me souviens qu'avec toi, c'est beaucoup, la parole est vraiment créatrice. Il y a vraiment cette notion qui est très présente chez toi. Ouais, le verbe, ce qu'on peut dire le verbe créateur, quoi. Ouais. C'est en fait nos pensées déterminent notre verbe, nos futures actions, et tout en découle après, quoi. Le pouvoir de l'intention. Ouais. Tu as parlé un peu là des différentes émotions, la colère, la tristesse, etc. Tu as parlé aussi tout à l'heure de la notion de culpabilité. C'est vrai que admettons si on est enceinte et qu'on se dit mais là j'étais en colère, c'est pas bon pour le bébé, etc. Voilà, comment se libérer de cette culpabilité qu'on peut avoir et de toutes ces peurs qui au final sont contre-productives et tournent vers le bas. Ouais, c'est important. Ça, c'est du vécu, tout le monde, même moi, je l'ai eu. Mince, là, je suis allée trop loin, etc. Simplement le dire, ok, j'accepte, c'est toujours pareil. J'accepte ce moment et je le libère. Je me pardonne et je pardonne, par exemple, aux personnes impliquées. Ça va être des choses comme ça. Mais effectivement, sortir de cette culpabilité, parce que sinon, on va tourner en rond. C'est pas productif ni pour l'un ni pour l'autre, mais voilà. Accepter, pardonner, libérer. Du coup, c'est le processus. Que tu accompagnes toi, mais qu'on peut également faire seul. Ouais, ça peut être fait en intention, par le verbe ou par écrit. Je me pardonne, je te pardonne. Ça peut être parfois aussi couper des liens. Je sais que certains ont besoin de ça. Donc le faire, il n'y a rien de mieux que l'action, c'est toujours pareil. Les intentions sont bien pour différents projets ou autres, mais s'il n'y a pas l'action derrière, ça va pas bouger. Donc par exemple, pour ça, un truc bête, prenez des pelotes de laine, je sais pas, faire différents fils et vous coupez vraiment en direct et en visualisation. Là, c'est puissant du coup. Ouais, il y a les petits bonhommes à allumettes. Oui, exact. Il y a ça qui est intéressant aussi. Bon, ça fait des petites techniques. Oui, oui, c'est des petits exercices sympas à faire. Il y a ton chat qui s'amuse derrière. J'espère que vous profitez bien. J'aimerais bien parler de la dernière phase parce que du coup on a parlé de l'avant, du pendant, et maintenant j'aimerais qu'on parle de l'après, c'est-à-dire ce processus, le moment de l'accouchement, comment le préparer au mieux, que ce soit de soi à soi, donc de la maman avec la maman et en incluant le papa après. Donc il y a beaucoup de processus du coup là-dedans qui sont intéressants à prendre en compte. On va commencer par la maman. Déjà, la maman, ça peut être une préparation. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué, donc je peux que parler de ce que je connais et qui fonctionne. Ça va être déjà le yoga prénatal. Alors certains, se disent, voilà, le yoga, mais c'est très très puissant parce que pour avoir du vécu, ça permet de travailler le bassin, d'élargir à certains moments différents muscles, le périnée, etc. Et ça permet de préparer cet accouchement qui va durer, du coup, pour le coup, moins longtemps, en fait. Donc c'est surtout intéressant pour les personnes qui veulent pas de péridurale, parce qu'effectivement, tu vis ton accouchement, quoi. Ça, c'est intéressant. Donc, ce yoga aide beaucoup. Ça va être aussi, par rapport à la maman, parler avec le bébé, quelque part. Dire, je suis prête, quand vraiment on s'approche de la date, pas trop tôt, bien sûr. Dire, c'est ok. Et bien souvent, on le sent, puisque le ventre commence à baisser, ça pousse un peu vers le bas. Ensuite, il y a 2 postes avec une sage-femme. Tout dépend s'il y a accouchement en maternité ou à domicile. Bon, moi, je connais les 2. En maternité, on peut le faire aussi naturellement, en salle nature, et ça, c'est ok. Donc, c'est choisir sa position, ça, c'est important. Puisque par la gravité, je vais donner un exemple. On se met en haut, on jette une balle de tennis, elle descend. Tout descend, en fait. Et donc, c'est un non-sens, quelque part, d'accoucher de façon allongée,
puisqu'il n'y a pas de gravité. Que le fait d'être accroupi, assise ou autre, ben ça descend. Et ça permet au tissu de mieux se préparer. Ça, c'est important aussi. Donc par rapport voilà, à l'accouchement en lui-même. Et le papa, ben, c'est avoir aussi ce soutien. Et ça, c'est important. Ça peut être en étant dans l'eau, donc une baignoire ou une petite piscine. Le papa peut masser aussi, ça c'est important. Si c'est des contractions au niveau des reins, elles sont plus douloureuses. Donc ça permet de masser au niveau des reins. Être dans l'accompagnement, dans le soutien, dans la force. Il y a diverses méthodes. Alors dans l'absolu, si on remonte très très loin, une femme est capable d'accoucher seule, tel un animal en fait. Bon là je pousse vraiment le truc loin. Aujourd'hui on n'en est pas là, mais la sage-femme elle est importante puisqu'il y a ce côté maternant, si on peut dire, un peu la doula, la maman, seconde maman, qui accompagne, où il y a beaucoup de rondeur. Et le papa, ben c'est important, ça crée, il y a le yin, le yang, les deux énergies, et ce soutien est important quoi. Oui, comme un pilier sur lequel on peut se raccrocher. C'est ça. Et en fait, grosso modo, sur ce futur accouchement, déjà l'accompagnement avant grossesse, pendant la grossesse, libération des mémoires, etc., ça permet un accouchement beaucoup plus rapide, quoi. Tu disais, se mettre dans l'eau parce que quand on fait un accouchement à la maison, toi, t'as accouché, du coup, c'était dans l'eau, c'est ça? Alors, c'était pas en direct tout de suite, mais je me suis mis, on va dire, tout le travail, j'étais dans l'eau où je mettais de l'eau chaude. Ça permet de dilater les tissus et de baisser légèrement les contractions. Donc ça fait beaucoup de bien pour le vécu. J'aurais peut-être pu, je l'ai pas fait effectivement, mais après du coup je suis sortie. Certains accouchent vraiment dans l'eau, mais là du coup dans une baignoire c'est un peu étroit. Il faut type les spas peut-être, les baignoires un peu plus rondes. Où il y a de la place. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est vraiment une ambiance différente, puis c'est très intimiste. J'ai l'impression que tu peux profiter d'autant plus de ton enfant, de ses premiers instants avec, quoi. Complètement. C'est très, en tout cas, le vécu, moi, que j'ai pu avoir sur ma fille à la maison, c'est cette sage-femme qui est là, mais qui est pas intrusive du tout, qui est un petit peu, c'est la seconde maman qui est là. Bah, je suis là, t'as besoin, sinon on a changé de pièce. Des moments où j'étais seule, on a besoin aussi. D'autres, ben voilà, il y a besoin de soutien. Si on a faim, on mange, on va aux toilettes. Ce qu'à la maternité on peut pas faire en fait parce qu'on peut pas manger en fait à un moment donné. S'il y a péri et même sans péridurale, on arrive, on peut pas manger. D'accord. Parce que du coup ils prennent au cas où s'il faut faire une péri en urgence ou autre. Voilà. À la maison, il y a pas de problème d'urgence parce qu'en fait tout a été préparé déjà. Il y a pas de risque qu'il se passe quelque chose. Une fois qu'on a tout libéré, c'est fluide en fait. Donc lors de l'accouchement, il y a la sage-femme qui est présente, forcément la maman, le travail serait compliqué sans elle, le papa, s'il est là ou pas, et après c'est tout. C'est tout. Alors ça je le dis quand même, mais ça c'est pour les personnes qui ont besoin. On fait une commande avant qu'on fait venir à la maison. Ça permet au moment d'être assuré. On peut avoir une bouteille d'oxygène. Il y a tout le kit nécessaire d'un point de vue médical de premiers soins qui est là. Donc aucun problème, ça se commande à la pharmacie, vous faites livrer. Et moi je me suis jamais servi, mais c'était là. Oui, c'est mieux quand même d'avoir des au cas où, puis voilà, il y a le 18 qui est pas très loin si jamais on le souhaite pas, mais bon. Ok, on a fait un assez joli tour. Du coup, j'ajoute pour les mamans qui pourraient être intéressées par rapport à ça, pour celles qui veulent vraiment accoucher chez elles, il y a un répertoire, c'est AAD, je crois, donc les sages-femmes en fait qui sont toutes regroupées sur un site. Donc elles tapent sage-femme accouchement à domicile. D'accord. Et là vous trouvez toutes les sages-femmes dans la région qui viennent accoucher, ouais. Ok, c'est bon à savoir pour les mamans qui seraient intéressées de faire ça. Est-ce que tu penses qu'il y aurait quelque chose à rajouter, que ce soit sur le processus avant, pendant, après, une fois qu'on a le bébé? Tout simplement être vraiment ce moment comme quand même un moment de douceur, de puissance, de grandeur. Et de cadeaux aussi à cet enfant, quoi. C'est très initiatique. Ouais. Oui, j'imagine. C'est d'ailleurs un peu presque j'ai introduit avec ça, quoi, la grossesse comme phase initiatique. C'est ça. Puis c'est une épreuve dans tous les cas qu'on vit pas souvent. Ouais, ça doit être différent en plus à chaque fois. Ouais. Sur 3 accouchements, 3 différents. Bon, bien souvent, le premier, c'est pas forcément super bien passé. Le but, c'est que la suite, justement, que ça sert, c'est comme une expérience pour aller plus loin. Et même s'il n'y a pas d'enfant, on peut toujours libérer. S'il y a traumatisme, rien n'est irrémédiable, quoi. C'est beau. Est-ce que tu aurais un livre ou un documentaire ou un podcast à nous conseiller qui traite pour les mamans qui aimeraient en savoir plus, qui aimeraient se retrouver sur...
Par rapport à ça, alors effectivement, là tout de suite, j'ai pas. Mais si ça me vient, du coup, je te transférerai, que tu puisses l'ajouter du coup en lien. Ok, oui, y a pas de souci. Ouais. Bon, dans tous les cas, on a déjà parlé de l'autonomie qui peut être sympa. Il doit y avoir des ressources qui doivent exister sur ça. Le yoga prénatal. Aussi. Ouais, à faire en tout doux. Ouais. Oui, j'avais une dernière question. C'était, est-ce que juste tu aurais une expérience d'une femme que tu as accompagnée du début, si elle avait des difficultés, au final elle tombe enceinte, voilà. Est-ce que tu veux une petite expérience pour clôturer cet épisode? Oui, pour l'instant, j'ai pas encore eu d'accompagnement, on va dire, d'avant-grossesse jusqu'à après accouchement, parce que c'est le gros que je propose aussi, et qui sera amené à arriver, mais en tout cas, c'est pas encore là. J'ai eu vraiment des débuts, donc, ou d'infertilité qui n'arrivait pas, ou seulement des mémoires, des trucs qui bloquaient. Et là, effectivement, pendant l'accompagnement, j'en ai 3 notamment que je vois parce que ça a été un accompagnement assez long, et c'est magnifique parce que du coup, c'est parti de choses très lourdes quand même, de mémoire et de traumas vraiment vécus sur cette vie-ci, qui sont là tombées enceintes. D'ailleurs, on n'est pas loin. Ah oui, je crois qu'on va tout accoucher en même temps. C'est ça. C'est beau, ça a créé des petits liens quand même, ça. Ça sera prochainement parce que là, elles devraient faire un témoignage justement. D'accord. Donc elles en parleront mieux que moi parce que c'est aussi avec leur vécu. Donc ça sera à voir. Je te donnerai les liens. Ouais. Ok, on ira jeter un œil. Donc ma dernière question, c'est Pauline, pour toi, c'est quoi une thérapie? Une thérapie. Alors là, il y a quand même ce mot terre qui est aussi notre terre maman, si on peut dire, là où on vit, cet ancrage, la terre, marcher pieds nus. Je vois un peu le côté droit. Happy, c'est la joie. Donc c'est quelque part être au droit, être aligné pour atteindre cette joie au quotidien. C'est ce qui me vient. En tout cas, c'est un joli mot que t'as trouvé parce que c'est parlant, quoi. Ouais. Ok. Merci pour ce partage. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu tout plein d'infos, que vous soyez enceinte, que vous le vouliez un jour. Voilà, c'est des informations précieuses. Et merci beaucoup, Pauline. Merci à toi et puis à tout le travail que tu fais. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu as passé un bon moment à nos côtés. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, ça m'aide, moi. Je te dis à très vite pour continuer notre thérapie.